Bienvenue à toutes et tous, habitantes et habitants de la galaxie. Nous allons jouer au quiz astrospatial numéro 24, thématique planète de science-fiction. Un petit peu moins astro, un petit peu plus pop culture pour ce soir. Et il en faut pour tous les goûts, ça change un petit peu. Et donc, je rappelle les différents liens. Vous avez la pub pour ma chaîne ici, notamment le Discord. Venez donc sur le Discord. Je rappelle que si vous vous abonnez à la chaîne Twitch, eh bien pour chaque mois de sub, vous avez 5 jeux de mots supplémentaires dans l'escarcelle des jeux de mots qui apparaissent en haut de l'écran. J'en ai 177 sur 184. Et si vous parvenez à me faire égaliser le score, eh bien vous aurez un jeu de mots dédicacé sur Twitter. Et également, vous aurez accès, si vous vous abonnez, aux émoticônes Milky qui sont ici et qui sont réalisés par ma chérie Fidafid, qui est illustratrice et qui cherche actuellement du travail. Si vous voulez changer votre petit chat en bas de l'écran, eh bien il vous suffit de ramasser les étoiles en faisant point d'exclamation saut, et vous pourrez ensuite changer votre petit chat avec l'onglet Stream Avatars qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Si vous faites des jeux de mots très jolis, il se peut que je vous octroie des étoiles d'office, donc à votre imagination, à vos imaginations, voilà. Et pour jouer au quiz de ce soir, il faut activer QuizKit. Comme d'habitude, vous passez la souris sur l'écran vidéo, vous cliquez sur QuizKit et sur Rendre visible, et cela devrait marcher. Si vous êtes sur mobile, vous avez ici la marche à suivre. Voilà. Si vous avez un pigeon voyageur, ben vous avez également la marche à suivre. QuizKit pigeon. Pas pingeon, pigeon. Voilà. Et si vous avez un télégraphe, eh bien vous pouvez faire ainsi. Voilà, je pense que... Ah, il manquait le Minitel, attendez. QuizKit Minitel, c'est important. Voilà. 3615 QuizKit, c'est parfait. Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes prêts cette fois-ci? On y va? Le Minitel, il me semble bien. Oui, il manquait le Minitel, tout à fait. Allez, c'est parti pour la première question. Par fax, on peut. Ouais, ça, par contre, ça dépense beaucoup de papier. Pour le coup, là, ça, c'est pas cool, quoi. Pour la planète, c'est pas terrible. Allez, on y va. Start game. Première question. C'est parti. Quelle planète urbaine abrite le siège de l'Empire Galactique dans Fondation d'Isaac Asimov? Est-ce que c'est Coruscant? Est-ce que c'est Imperium? Est-ce que c'est Trantor? Ou est-ce que c'est Urbania? Je vous laisse réfléchir à la question. Je crois qu'il y a un QuizKit signaux de fumée, non? Je crois. Je suis plus sûr, mais je crois. T'as oublié stop, le télégramme stop. Ah, il faudra qu'on l'ajoute. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, en parlant de création de commandes et tout. Adam Terrence, ça fait très longtemps que tu es sur la chaîne. Est-ce que tu voudrais avoir ton épée de modérateur? Dis-moi. Est-ce que tu voudrais ton épée de modérateur pour pouvoir créer des commandes et puis taper des trolls? Et alors, la réponse. Est-ce que vous connaissez l'univers de Fondation d'Isaac Asimov? Tréguy. Il y en a un pour les bandes magnétiques transportées par camion. C'est vrai qu'il y avait ça à l'époque, c'est vrai. L'épée de modérateur, c'est mieux que l'épée de Padmé, c'est vrai. Ça peut être l'épée de Callisto aussi, hein. Et la réponse, c'était Trantor. Bravo aux 3 personnes qui avaient trouvé. Coruscant, c'est l'équivalent de Trantor dans l'univers de Star Wars. Et Trantor est plus ancien que Coruscant, donc Coruscant est probablement une inspiration. C'est probablement inspiré, pardon, de Trantor. Voilà. On est au 35 Tor. Quoi? J'ai pas compris. Non, je me suis arrêté à l'Empire Galactique car il n'y a qu'un seul empereur. Comment ça? J'ai pas compris pour astrophysique. Salut Selba. J'espère que tu vas bien. 35 heures, 30 heures... 30 heures, ok d'accord. D'ailleurs au passage, la première machine à fax a été inventée en 1843 et le dernier samouraï a vécu en 1867, ce qui signifie qu'un samouraï aurait pu envoyer un fax à Abraham Lincoln. D'accord. Très bien. Et alors, si vous ne connaissez pas
Fondation? Eh bien, il faut connaître Fondation, c'est important. Fondation est un roman de science-fiction rédigé par Isaac Asimov et composé de 5 nouvelles, dont 5 romans, dont 4 publiés individuellement entre 1942 et 1944 dans la revue Astounding Science Fiction, et à laquelle une 5e fut ajoutée pour former ce livre publié pour la première fois en 1951. C'est le premier volet de cycle Fondation. Bien qu'il constitue aujourd'hui le 3e épisode chronologique de ce cycle, il est le premier à avoir été écrit et peut donc être lu indépendamment de Prélude à Fondation et l'Aube de Fondation qui ont lieu avant, et sinon Fondation c'est 6 tomes en plus de Prélude et Aube. 22 000 ans environ dans le futur, soit 13 à 15 millénaires après la perte de la Terre dont les hommes ont oublié l'emplacement depuis qu'elle est devenue inhabitable, un empire galactique s'est formé qui englobe toute la Voie lactée et regroupe 25 millions de mondes habités où il n'y a pas d'extraterrestres, ce ne sont que des humains. Sa capitale, Trantor, est la planète la plus proche du centre de la galaxie. Elle est entièrement recouverte de dômes en métal. Seul le palais impérial est à l'air libre. Au cours du 13e millénaire de l'ère impériale, un homme, Harry Seldon, prédit au moyen d'une science statistique dont il est le créateur, la psychohistoire, la chute de cet empire suivi de 30 000 ans de barbarie qui précéderont la naissance d'un autre empire. Pour réduire cette période de barbarie à 1000 ans, il suggère la création d'une fondation dont le rôle sera de rassembler le savoir de toute l'humanité dans une encyclopédie. Voilà. Je connais X4 Fondation mais ça n'a rien à voir. Vous connaissez Star Citizens? Non, je n'y ai jamais joué. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Il y a une série Fondation, bien sûr, qui est sortie. La première saison, déjà, est passée. Sur Apple TV, je crois. Et c'est vachement bien. Voilà. C'est vachement bien, c'est vachement bien. On passe à la question numéro 2. Ah non, attendez, les scores d'abord. Les scores, quand même. C'est Elboulozoré qui a répondu le mieux à la question. Ensuite, Yann CPH à l'interrance. Et contestante numéro 11 qui n'a pas mis son pseudo. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti, on va passer à la question suivante. Et 4 participants sur une quinzaine de viewers. Les gens n'osent pas, je pense. Il faut oser les gens, il faut oser, il faut participer. Pour participer, il faut activer QuizKit. Allez-y, salut Keribert2, tu arrives pile à temps, osons, exactement. C'est parti. Question numéro 2. Dans la série The Expanse, à proximité de quelle planète du système solaire s'ouvre le portail de protomolécules? Est-ce que c'est à côté de Jupiter, à côté de Saturne, à côté de Neptune ou à côté d'Uranus? Protomolécule, cet organisme mi-synthétique, mi-biologique extraterrestre qui fabrique des structures à partir d'organismes vivants et d'objets immatériels, qui a fabriqué un portail vers le Nexus et qui l'a placé à côté d'une planète. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les premiers épisodes de The Expanse et qui après ont aimé la suite. Moi j'ai bien aimé depuis le début. C'est vrai que les premiers épisodes, ils placent beaucoup de choses qui seront expliquées plus tard et ça peut perdre certaines personnes. J'en étais sûr qu'il y aurait une question sur The Expanse. Bah forcément, Camille est si prévisible. Mais oui, mais bien sûr. Pas vu la série totalement au pif. Vous connaissez pas The Expanse? Mais The Expanse c'est la meilleure série de science-fiction du monde. C'est la série la plus réaliste. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui connaissent pas The Expanse? The Expanse est une série télévisée de science-fiction américaine de Deep Space Opera en 62 épisodes de 42 minutes s'appuyant sur la série de romans du même nom de James S.A. Corey. Elle est diffusée entre le 14 décembre 2015 et le 27 juin 2018 sur Sci-Fi et sur Space au Canada pour les 3 premières saisons, puis du 12 décembre 2019 au 14 janvier 2022 sur Amazon Prime Video. The Expanse a reçu des éloges de la critique, en particulier pour ses visuels, le développement de ses personnages et son récit politique. Il a reçu le prix Hugo de la meilleure présentation dramatique et 3 nominations au prix Saturn pour la meilleure série télévisée de science-fiction. Alcon Entertainment produit et finance la série. Au XXIIIe siècle, le système solaire est entièrement colonisé. 3 grandes puissances se retrouvent impliquées dans une guerre froide. La Terre, appauvrie en ressources, est dirigée par les Nations Unies. Mars, colonie devenue indépendante sous l'égide de la République du Congrès martien et disposant de la flotte la plus avancée technologiquement.
Enfin, les colonies de la ceinture d'astéroïdes dont les colons sont surexploités par la Terre et Mars et qui suivent plus ou moins le mouvement indépendantiste de l'Alliance des planètes extérieures APE. C'est dans ce contexte de tension que le cargo Canterbury est détruit par un vaisseau inconnu ne laissant que quelques survivants dirigés par James Holden, second du cargo. Cet incident menace de faire exploser les tensions entre la Terre, Mars et l'APE et Holden et son groupe partent à la recherche des responsables de cet attentat. Dans le même temps, le détective Josephus Miller, né sur la station Cérès dans la ceinture d'astéroïdes, a pour mission de retrouver une jeune femme, Julie Mao, fille de Jules Pierre Mao, un des plus riches industriels du système solaire. Lorsque leurs enquêtes se rejoignent, Holden et Miller découvrent que la disparition de la jeune femme et la destruction de Canterbury sont liées à une vaste conspiration qui menace la paix dans le système solaire et la survie de l'humanité. Voilà. Le meilleur, c'est The Book of Boba Fett. Non. Et non, la meilleure, c'est Battlestar Galactica. Oui, mais non, là, je parlais de la meilleure en termes de réalisme, en fait. Enfin, mais regardez-la, puis vous verrez bien, voilà, quoi. Et la réponse était Uranus. Le portail de protomolécules est fabriqué près d'Uranus. Bravo à la personne qui a trouvé. Et vous êtes une quinzaine de spectateurs et seulement 5 à jouer. C'est inadmissible. Osez jouer. Ce jeu est fait pour vous. Alors... Parfaitement inadmettable, exactement. Alors, c'est Contestant 17 qui a gagné cette manche, et Elle boucle les oreilles est deuxième. J'ai bon au hasard. Et c'était Caribert 2, Contestant 17. Bah, Caribert 2, je pense que tu n'as pas... tu t'es pas logué sur le jeu. Je connaissais pas la réponse, en fait. C'est arrivé, je crois, à la fin de la saison 2. Ils ont réussi à dévier la protomolécule sur Vénus et elle y a fabriqué son portail qui s'est ensuite transporté jusqu'à Uranus. C'est pas le but de faire un score négatif. Non, ça c'est le but de Boub Astrophysique. Ça n'a rien à voir. Question numéro 3. Sur quelle lune de la planète Polyphème vivent les Na'vi dans Avatar? Pandora, Anthropia, Chaotica ou Randomia? On parle des gens tout bleus de Avatar. Où habitent-ils? Ils sont en orbite autour d'une planète géante qui s'appelle Polyphème. Et il a bien fallu que je fasse effectivement quelques variations sur le thème. On peut faire un score avec un nombre complexe. Bah si tu joues pas, techniquement tu as un score imaginaire, donc oui. Qu'on fait pour se loguer Je crois qu'il faut que tu autorises QuizKit sur ton Twitch. Je sais plus comment on va faire. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour autoriser QuizKit sur son Twitch? Je sais plus. Salut Ticton, j'espère que tu vas bien. Tu viens de lancer un débat? Ah. Allez, la réponse c'était donc Pandora, effectivement Pandora. La planète des Na'vi dans Avatar. Alors, Pandora. C'est où? Voilà. Pandora est une exolune de l'univers de fiction Avatar. Il s'agit de l'un des satellites de la géante gazeuse Polyphème qui orbite autour d'Alpha Centauri A. Bien que recouverte d'une jungle hostile à l'homme... Ah, donc les femmes c'est bon, apparemment. Maintenant je réagis comme ça à chaque fois qu'il y a marqué homme avec un grand H. C'est extrêmement con comme façon d'écrire. Et s'il y a ici... Si jamais il y a des hommes qui s'apprêtent à me dire « Oui, mais homme avec un grand H, ça veut dire les hommes et les femmes », eh bien je vous propose qu'on appelle ça « femme avec un grand F » et on verra si ça vous convient. Voilà. Ces derniers ont établi une colonie afin d'y extraire de l'unobtainium, un minerai qui leur permet de résoudre la crise énergétique sur Terre. Pandora est cependant habitée par les Na'vi, des êtres humanoïdes qui refusent de voir leur monde saccagé par les activités humaines. Des accrochages ont souvent lieu entre les indigènes et les colons, il y a une faute d'orthographe sur Wikipédia.
Étant le lieu principal de l'action, Pandora apparaît dans l'ensemble des œuvres Avatar, les films, les livres, les bandes dessinées, les jeux vidéo. L'Exolune a également été reproduite dans la zone thématique Pandora The World of Avatar du parc Disney's Animal Kingdom situé à Walt Disney World Resort. Voilà. À l'époque de la sortie du film, certains spectateurs, je ne dirais pas de quel pays ils sont originaires, étaient persuadés que Pandora existait vraiment. Tu veux dire des Américains? Des États-Uniens? Non, tu leur envoies une femme avec une grande hache et ils la ferment. C'est la méthode... Ça, c'est si jamais la première méthode ne marche pas. Mettre la souris sur le lecteur, clique sur le logo QuizKit, gérer la accès, faut accepter, c'est tout, je crois. Il n'y a pas un deuxième truc à faire? Je sais plus. Autorisé dans paramètres. Ouais, je crois qu'il y a un truc à faire en plus. Chut, les gens dans la rue de Camille. Il y a des enfants qui s'amusent dans la rue. C'est vrai. Parce qu'il fait moins chaud et du coup, ils sont dehors. Alors... C'est Selba qui vient d'arriver et qui a battu El Boucle aux Oreilles sur cette question. Et c'est Caribert 2 qui est en tête du classement général. Suivi d'El Boucle aux Oreilles et Adam Terrence. Et Yann CPH pour l'instant a la médaille en chocolat. L'États-Unien, tout à fait. C'était pourtant pas évident à trouver, eh oui. Allez. J'aime pas le chocolat, et bien la médaille en pain d'épices si tu veux. Est-ce que tu aimes bien le pain d'épices? Est-ce que ça va? Petites étoiles. Hop. Il vous manque des petites étoiles. Je rappelle que vous pouvez modifier votre petit chat à tout moment avec l'onglet Stream Avatar. Stream Avatars. Voilà. C'est parti. Question numéro 4, si je ne me trompe pas. Sur quelle planète Yoda prend-il sa retraite et forme-t-il Luke Skywalker? Sur Dagobah, sur Tatooine, sur Kamino ou sur Endor? Et bien sûr, ces 4 planètes existent dans l'univers de Star Wars. Le bousier trouve que c'est bon la bouse. Mais le bousier ne mange pas la bouse, le bousier s'en sert pour fermer son terrier. Tu annonces la première place. Tu penses que tu vas atteindre la première place au-dessus de Boucle aux Oreilles, Selba? C'est un bon défi. C'est un très bon défi. Fun fact, les scènes de Tatooine ont été tournées à Tataouine, en Tunisie. Ah, c'était ça la différence entre Tatooine et Tataouine. Je savais que c'était en Tunisie, mais je savais pas que ça s'appelait Tataouine. C'est pas la planète Calvados? Pourquoi Yoda, ça fait normand? Et bien sûr, la réponse c'était Dagobah. La planète Dagobah et Yoda y prend sa retraite dans un endroit qui est marécageux. Alors je ne sais pas si l'ensemble de la planète est comme ça, mais en tout cas, il vit dans un marécage. Dagobah est une planète tellurique de l'univers de fiction Star Wars située dans la bordure extérieure. Cette petite planète orbite autour de l'étoile Dagobah Prime. Elle est notamment célèbre pour être le lieu où Maître Yoda forme Luke Skywalker à devenir un Jedi. Planète recouverte de marécages, on y trouve une faune et une flore très diversifiées, mais pas de forme de vie intelligente indigène. Très reculée et présentant peu d'intérêt, elle reste à l'écart des événements qui touchent la galaxie. Créée en 1980 pour le film... Je vais y arriver. Voilà, pardon. L'Empire contre-attaque, la plupart des scènes ont été tournées dans les studios d'Elstree. En plus des films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, où elle apparaît principalement, Dagobah est représentée dans les séries télévisées Star Wars, The Clone Wars, Force du Destin, dans les novelisations des films dans lesquels elle apparaît, ainsi que dans plusieurs romans, jeux vidéo et bandes dessinées. Et dites-moi, est-ce que vous aussi, quand vous étiez petite, vous pensiez que c'était le retour du jeudi, et vous ne compreniez pas dans les programmes télé ce que ça voulait dire? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans ce cas? Endor, bah c'est la planète des Ewoks, c'est ça, ouais. Il va y avoir une série Endor aussi qui a lieu avant Rogue One. Le beau roi Dagobah a mis sa culotte à l'envers. Dagobert. Allez, petit jeu de mots réalisé avec brio par Yann CPH qui va recevoir des étoiles en cadeau. Où es-tu, Yann? Là. Voilà. Yann CPH a récupéré ses petites étoiles. Voilà. C'est parfait. Rogue One, c'est breton. Tu vois du breton partout, en fait. C'est ça. On remarque que le Calvados, c'est plutôt normand, mais bon.
Les scores. C'est Selba qui a réussi effectivement, comme il ou elle avait prévu, à être première sur cette question. Très bien. Et c'est quand même Caribert 2 qui est en tête, avec Elle bouge les oreilles en deuxième et Adam Terrence en troisième, et Yann CPH avec toujours sa médaille, sa médaille en pain d'épices. Le bon roi d'Agobas, c'est un épisode de la série Star Wars Déconne en 2006. D'accord. Je n'avais pas la ref. Allez, question suivante, mesdames et messieurs. De quel système stellaire est originaire la civilisation en guerre contre l'humanité dans Le problème à trois corps de Liu Cixin? Est-ce que c'est Vega, Mizar, Sirius ou Alpha Centauri? Le problème à trois corps qui est un roman en 3 volumes de l'écrivain chinois Liu Cixin. Le problème à 3 corps et qui je crois devrait sortir en série dans quelques temps. Jamais entendu parler, eh bien ça c'est un best-seller chinois qui est sorti en France il y a quelques années. Il a également écrit Terre, planète errante, qui est sorti en film sur Netflix. C'est quoi, c'est la version en mandarin que tu nous donnes, Yann CPH? Kobusho Hanu. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, voyons voir la réponse. C'était Alpha Centauri, problème à 3 corps, puisque Alpha Centauri est une étoile triple. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Proxima Centauri. Et vous savez très bien que quand il y a 3 corps, eh bien, on ne peut pas résoudre analytiquement les équations de la gravité et il faut du coup de la simulation numérique, et il se trouve que la planète en question a une orbite chaotique entre ces étoiles, d'où le problème à 3 corps. Et ils ont repéré la Terre et ils veulent se l'accaparer parce que leur planète à eux pue du cul. Voilà. Pour faire très simple. Et l'intrigue est bien plus intéressante que ça puisqu'elle parle du grand filtre. Le grand filtre, ce fameux concept philosophique qui expliquerait de différentes façons possibles pourquoi on semble être seul dans l'univers, en tout cas pourquoi personne ne nous parle. Et donc il y a une hypothèse de grand filtre dans cette série de livres dont on parle très rarement ailleurs et qui est très intéressante. Ça veut juste dire sur les accents que je ne parle pas chinois maintenant. D'accord. Ah oui, Bo, Wo, Bu, Sho, Hanu. Ah oui, effectivement. Wo c'est je, Bu c'est non. Sho. Sho. C'est quoi? C'est parler, c'est ça? Ouais. Le grand filtre, c'est ce que je mets dans la machine à café tous les matins. C'est toi qui tues toutes les civilisations extraterrestres en fait avec ta machine à café. C'est ça en fait. On aura flingué avant qu'ils arrivent chez. C'est pas faux. C'est Yann CPH qui a répondu le mieux et le plus rapidement à la question. Et du coup, Yann CPH passe en tête devant Caribert 2 et le boule des oreilles et Adam Terrence. Bravo à toi. Et tu as quelques 26 000 points de plus que Caribert 2. Et bah dites donc. Bravo. Bravo, bravo. Qui veut une médaille en pain d'épices? Eh bien, c'est Adam Terrence qui a la médaille en pain d'épices cette fois-ci. Bravo, bravo, bravo. Et on peut y aller, c'est parti. Question numéro 5. Sur quelle planète Harry Seldon établit-il sa première fondation? Est-ce que c'est sur Terminus? Est-ce que c'est sur Obscurium? Est-ce que c'est sur Confinis? Est-ce que c'est sur Néantia? Et je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas lu le pitch de Problème à 3 corps. Il faut que je le fasse. Hop. Tant que vous répondiez à la question. Tu connaissais pas la réponse, d'accord. Moi non plus, j'ai répondu au hasard. Ben, on est là pour apprendre, même si c'est de la pop culture et pas de l'astro, je vous apprends quand même des choses, oui. Pour la petite histoire, c'est le 4e paragraphe que je n'ai pas lu de la page Fondation tout à l'heure. J'ai bien fait attention à ne pas le lire. Alors, est-ce que ça charge? Pendant ce temps-là, je vais vous lire le synopsis du problème à 3 corps. Le problème à 3 corps
est un roman de science-fiction de l'écrivain chinois Liu Cixin. C'est le premier tome d'une trilogie se poursuivant avec La Forêt sombre puis La mort immortelle. Les lecteurs chinois se réfèrent généralement à la série en utilisant le titre du premier roman. Le titre fait référence au problème à n-corps en mécanique orbitale. La traduction française de l'ouvrage à partir du chinois par Gwenaël Gaffric est parue en 2016 aux éditions Actes Sud. Paru en épisode dans le magazine Keiyuan Shihei en 2006, ce roman fut publié intégralement en 2008 et devint l'un des romans de science-fiction les plus populaires en Chine. Résumé, il n'y a pas un synopsis parce que si vous voulez le résumer, ça va être un petit peu... bah non, je peux pas... ça va être compliqué là. C'est pas un synopsis, c'est carrément le résumé du livre, donc non, je vais pas vous le lire. La réponse à la question, du coup, c'était Terminus. La planète Terminus. Sur laquelle l'empereur a envoyé Hari Seldon et ses troupes pour créer la fondation. Parce que l'empereur n'a pas du tout vu d'un bon oeil la prédiction d'Hari Seldon. Et d'autant plus que c'est un empereur qui se clone à chaque génération, donc qui est un peu un melon d'échelle galactique. Terminus est une planète fictive imaginée par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov dans le cycle de Fondation. Cette petite planète isolée aux confins de la galaxie est le siège de la première Fondation. Elle joue par conséquent un rôle majeur dans le plan Seldon. Terminus est l'unique planète de l'une des étoiles les plus éloignées du centre de la galaxie. Elle se situe à 10 000 parsecs, donc 32 600 années-lumière de la capitale de l'ancien empire galactique Trantor. La planète habitée la plus proche est Anacréon, et Anacréon a une distance de plusieurs années-lumière. La plus grande partie de la planète est recouverte par l'océan, parsemée de milliers de petites îles. C'est sur la plus grande d'entre elles que se trouve la capitale Terminusville. Prévoyant la chute de l'Empire Galactique et la plus longue période de troubles qui la suivra, le mathématicien Hari Seldon conçoit le plan Seldon. L'une des premières étapes de ce plan est l'établissement sur Terminus d'une communauté d'encyclopédistes dont le but serait de rédiger l'Encyclopédia Galactica, recueil recensant toutes les connaissances humaines. Plus tard, Terminus devient la capitale de la première fondation et le centre d'impulsion principal pour la création du second empire galactique. Ce n'est pas Seldon Cooper, ce n'est pas Hari Seldon Cooper. Non, 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 pas du tout. Merci beaucoup Bangalo pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Il n'y a qu'un seul arrêt de bus sur la planète, bah ici il n'y a qu'une seule île sur laquelle ils habitent, potentiellement. C'est logique. Alors, c'est Yann CPH qui a le mieux répondu, et c'est Yann CPH qui est en tête avec 89 995 points. Suivi d'El Bouglezai qui est perdu à Danterance. Bravo à vous. Et nous allons pouvoir passer à la question suivante. Et en tout cas, merci d'être là si nombreux ce soir. Je vois que vous êtes au moins 16 spectateurs, c'est pas toujours à jour. Pour un dimanche, alors que je stream pas le dimanche, eh bien merci à vous. Merci beaucoup d'avoir patienté ces dernières semaines avec un rythme de stream un peu compliqué dû à mon état de santé mentale. J'ai hésité à franchir les 100 000, mais je voulais pas vous intimider. Eh bien, essaie de te rattraper sur la question suivante. Question numéro 6. Numéro 7, pardon. Dans 2010, Odyssée 2 de Arthur Clarke, qu'arrive-t-il à la planète Jupiter? Elle est éjectée du système solaire, elle est transformée en étoile, elle absorbe ses lunes ou elle plonge dans le soleil. 2010 étant la suite de 2001, le film de Stanley Kubrick. 2010 étant un film aussi. Ensuite, il y a 2061 et 3001 qui n'ont été faits qu'en roman par Arthur Clarke. Alors. Salut Eloubi. Qu'arrive-t-il à Jupiter? Tu tentes un clutch au pif. Ça a un rapport donc avec le monolithe, le fameux monolithe de l'Odyssée de l'espace. Je l'ai vu mais il y a très longtemps. Ah oui. Ah oui. Le monolithe est dans Fourmizel, paraît-il. Monolithe de Kondelik, je connais pas ça. Kondelik, je sais pas. Et donc, elle est transformée en étoile par les extraterrestres contrôlant les monolithes. Et oui, puisque autour de Jupiter, il y a la lune Europe, qui est protégée par les extraterrestres et qui est interdite aux humains. Et le but était d'y développer la vie sous sa croûte de glace et d'ensuite transformer Jupiter en étoile pour faire un mini-système solaire
où la vie conçue, contrôlée par les extraterrestres puisse fleurir à la surface d'Europe. Comme ils ont fait à la surface de la Terre en balançant un monolithe auprès des premiers hominidés afin qu'ils soient éduqués par les extraterrestres. Voilà, c'est ça l'histoire de l'Odyssée de l'espace. Ça pue comme plan quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ils ont augmenté la masse de Jupiter pour déclencher les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène dans son cœur et en faire une mini-étoile. Alors après, je sais pas combien de temps ça brûle ce machin-là, puisque c'est de la technologie extraterrestre, donc je peux pas vous dire si c'est un bon plan ou pas. En tout cas, bravo Yann CPH pour la meilleure réponse. Yann CPH, 125 749 points. Ensuite, Caribert 2, Elbouks Oreille et Adam Terrence. Pour une planète gazeuse, c'est normal que ça pue un peu bas. L'oxygène et l'hélium, ça sent rien. Il y a de l'ammoniac et du méthane. Alors peut-être là, par contre, ça peut sentir quelque chose. Mais je sais pas, ça sent quelque chose le méthane et l'ammoniac? L'ammoniac, oui. Le méthane, ça sent quelque chose? Ça sent le P, c'est ça? Ouais. C'est ça qui sent le P ou c'est une autre molécule dans le P? Soufre et méthane. Ouais. Ça fait l'odeur de paix et l'ammoniac. Oui, l'ammoniac, ça pue, ça sent le pipi de chat. En gros. Hop. Alors... Hop. Hop. 2010, Odyssée 2 est un roman de science-fiction publié en 1982, le deuxième de la tétralogie d'Arthur Clarke, initié par 2001 dans l'Odyssée de l'espace. Résumé, 9 ans après les événements de 2001, le Dr Heywood Floyd accompagne un équipage russo-américain vers Jupiter à bord du Leonov, un vaisseau spatial affrété par l'URSS. Le but principal de cette expédition est d'étudier l'étrange objet satellisé sur un des points de Lagrange entre Io et Jupiter, donc un monolithe. Mais leur mission ne s'arrête pas là, ils devront rejoindre le vaisseau américain Discovery 1 qui menace de s'écraser sur Io et essayer de comprendre pour quelle raison le super ordinateur HAL a fait avorter la mission de 2001. Voilà, voilà. Bon, je dis ça, j'ai pué le souffle pendant 2 semaines à force de prendre des douches à l'eau volcanique. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu t'es infligé ça? Le méthane des vaches, réel problème. Tu m'étonnes que c'est un problème. Et hop là, un jeu de mots, c'est parti. Et oui, 178 jeux de mots sur 184. Comme en Islande, tout à fait. Allez, c'est parti. Tu souffres sous la douche? Question numéro 8. Dans le Marvel Cinematic Universe, comment les Asgardiens appellent-ils la Terre? Midgard, Barsoom, Terrard ou Jotunheim? Ça marche aussi pour la mythologie nordique, du coup. Parce qu'en Islande, parce que toute l'eau chaude vient des sources volcaniques. Le misclic, tu suis au fond. Comment ça, Yann CPH n'aime pas le Marvel Cinematic Universe? Sacrilège. T'étais en Islande il y a encore 10 jours. D'accord. J'aimerais bien y aller un jour. Bientôt le 4 au ciné. Oui, Love and Thunder. Eh oui, bah, j'ai envie de le voir. Il y a de plus en plus de femmes, de femmes super-héroïnes et de LGBT super-héros dans Marvel, c'est trop bien. C'est trop bien. Pourtant, c'est Disney, hein. Ils se sont bien rattrapés pour le coup, après le shitstorm qu'il y a eu il y a quelques temps. Et j'ai vu Miss Marvel, la série avec la jeune musulmane là. Et ben c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et du coup, il y a eu un mauvais départ financier. Probablement parce que les vieux réacs blancs sont pas d'accord. Mais apparemment ça a très bien marché auprès des minorités. Ça alors, on se demande pourquoi. Je te donne un lien tout à l'heure pour te donner encore moins d'envie d'y aller un jour. Où ça? En Islande? Mais non, mais je veux y aller en Islande, moi. Et donc la réponse était Midgard dans la mythologie nordique. Asgard, c'est là où il y a Thor, etc. Et Midgard, c'est la Terre parmi les 9 royaumes. Et Barsoom, est-ce que vous savez ce que c'est que Barsoom? S'il vous plaît. Qu'est-ce que Barsoom?
Dites-moi dans le chat ce qu'est Barsoum. Dites-moi si vous connaissez Barsoum, s'il vous plaît. Ah, c'est Mars Dungeon Carter. Et oui, Jassoum et Barsoum. Un bar place Bellecour à Lyon. Quoi, c'est vrai? Il y a un bar qui s'appelle Barsoum? Ah oui, Barsoum, Barsoum. Oh là, j'avais pas vu. Joli. Joli Booba Astrophysique. Très joli. Où est-ce que tu es, Booba? Tu es là. Hop là. Ouh. Voilà. Très bien. Midgard, forme anglicisée de vieux norrois Midgard. En vieil anglais Midgard, en suédois, en danois Midgard, et en vieux saxon Midilgard, littéralement cour médiane, est le nom de la terre au sens d'écoumène. Habité par et connu des humains dans la cosmologie germanique primitive, et plus précisément l'un des 9 mondes de la mythologie nordique. C'est quoi écoumène? L'écoumène est une notion géographique qui désigne l'ensemble des terres anthropisées, habitées et exploitées par l'être humain. D'accord. Elle s'oppose en ce sens à l'érem, qui représente dès lors le reste de l'espace inhabité et non exploité. L'acceptation moderne du mot concerne généralement l'unité entière, mais le mot a eu des sens plus limités, notamment dans la Grèce antique où il renvoyait à la terra cognita, la terre connue. Ça alors? Intéressant. Et bien voilà, c'était Midgard. Adam Terrence a gagné cette question. Et Yann CPH est toujours en tête, suivi de Caribert 2 à 50 000 points d'écart, grosso modo, 44 000. Puis de Adam Terrence, puis de El Boucle aux Oreilles qui stagne autour de 50 000. Mais que t'arrive-t-il, El Boucle aux Oreilles? Et c'est Zicton qui est 5ème. Mais c'est bien, faites-vous des câlins avec point d'exclamation étreinte. C'est tout à fait une bonne idée, tout à fait. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 9. Dans Star Trek, quelle est la planète d'où Spock est originaire? Est-ce que c'est Titan? Est-ce que c'est Vulcain? Est-ce que c'est Fulguria? Ou est-ce que c'est Vénus? D'ailleurs, à cause de sa rotation, Midgard alternait entre jour et nuit. Midi, tu veux dire, c'est ça? Ça fait 4 questions dont je n'ai aucune idée de la réponse. Aurait-on trouvé le point faible d'El Boucle aux Oreilles en astronomie spatiale? La pop culture SF. Midgard alterné. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Midgard alterné. T'imagines, tu fais une garde alternée entre Asgard et Midgard? Et pour récupérer tes enfants et les échanger avec ton compagnon ou ta compagne, il faut parcourir plusieurs années-lumière ou passer à travers le Bifrost, qui est un trou de verre arc-en-ciel contrôlé par les Asgardiens. À part Star Wars, j'ai zéro culture SF. Eh bien, je vais t'apprendre des choses ce soir, El Boucle aux Oreilles. Pas facile à prononcer, tout à fait. Midgard du Nord et Midgard de Lyon. Oh là là, mais Yann CPH est en forme ce soir. Yann CPH pète le feu ce soir. Attention, tu vas pouvoir bientôt colorer ton petit chat de toutes les couleurs, Yann CPH. Je rappelle que si vous vous abonnez et si vous avez assez d'étoiles, vous pouvez colorer votre petit chat en couleur LGBT ou en couleur trans. Eh oui. Bravo. Et la réponse était bien sûr Vulcain. Paix et longue vie. Est-ce que vous y arrivez à faire ça? Est-ce que vous savez faire ça? Et est-ce que vous savez faire ça? Plus dur encore. Pardon. Là, comme ça. Est-ce que vous savez faire ça? Allez-y. C'est dur, mais est-ce que vous allez le faire? Je regarde mon chat, il n'a pas l'air d'accord. Je connais pas bien San Francisco. J'ai pas compris, Booba Astrophysique. Je fais chaque doigt dans l'ordre séparément. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est pas facile. Hein. L'industrie principale sur Vulcain étant la production de pneumatiques. Alors moi j'ai le moteur Vulcain de Ariane 5. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage Vulcain, unité. Allumage Vulcain, c'est quoi? C'est à 10 ou à 5 qu'ils le disent? Par vulcanisation. Ah, je ne connaissais pas ça. Et donc, Adam Terrence a le mieux répondu à la question. Et c'est serré, hein, parce que 29
Tu as répondu à 0,6 secondes. Caribert 2 a répondu à 1 seconde. Et Selva a répondu à 1,3 secondes. Et Yann CPH à 2 secondes et demie. Yann CPH est en tête, ensuite Caribert 2, ensuite Adotérance, ensuite Abouzoreille et Zicton. Et Selva passe dans le positif. Moi j'ai la planète qu'on a pensé à un moment entre le Soleil et Mercure. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour l'astrophysique. Effectivement, Vulcain c'est la planète de Spock, mais c'est aussi une planète imaginaire que l'on a imaginée entre le Soleil et Mercure pour expliquer les inhomogénéités dans l'orbite de Mercure. Et en fait, c'est pas le cas, c'est juste Mercure, c'est tout. C'est juste Mercure qui était responsable de ça. Donc Vulcain est une hypothétique planète intramercurienne, c'est-à-dire orbitant entre le Soleil et Mercure. Son existence a été postulée par Urbain Le Verrier en 1859 pour expliquer les avances de phase de Mercure non justifiées par l'influence de toutes les planètes connues. Il est aujourd'hui admis que la planète Vulcain n'existe pas, la relativité générale expliquant la différence en question. Voilà. Mais sinon, Vulcain, c'est aussi la planète de Spock. Et c'est aussi une plaine de Charon sur... une plaine sur Charon. La plaine Vulcain, Vulcan Planum, est une plaine située à la surface de Charon. Elle est caractérisée par un nombre de grands cratères faibles à la différence des régions nordiques de la Lune, ce qui suggère qu'elle est relativement plus jeune. Cette plaine pourrait avoir été recouverte par des laves cryovolcaniques. Donc de la glace chaude, quoi. Voilà. Et sur Vulcan Planum, nous avons Kirk Cratère, Clark Mons, Sulu Cratère, Kubrick Mons. Et c'est pas mal quand même. Et Spock Cratère, bien sûr. Voilà. Nous avons les planétologues et les ingénieurs de la NASA se sont amusés à proposer des noms de la pop culture sur Charon, et je me répète, hein, mais je trouve que c'est une très bonne idée, puisque utiliser absolument que la culture grecque de l'Antiquité pour nommer les choses en astronomie, c'est déjà très anthropocentré, très européano-centré, et ça sacralise une culture qui est révolue depuis longtemps. La culture, c'est aussi la culture contemporaine, et c'est aussi la culture d'autres peuples, et donc c'est important de varier les références. Voilà. Et donc c'est très bien qu'on utilise des autochtones, des références autochtones de Hawaï, d'aborigènes, etc., de plein de peuples, et de la pop culture, de la science-fiction, etc. C'est important d'utiliser tout ça à la fois. De la glace chaude, c'est donc un nappage. Si nappage n'a pas de livre non plus, non, ça marche pas. Sa maman, oui, mais il a grandi sur Vulcain. Sa maman est terrienne, oui, c'est ça. Il est 50% terrien, tout à fait. Donc, les Vulcains, voilà, espèce de l'univers de fiction Star Trek, est une espèce extraterrestre originaire de la planète du même nom, située dans le cadran bêta. Les humains donnèrent ce nom à cette planète car elle est rouge et chaude. Elle leur rappelait les forges du dieu Vulcain de la mythologie gréco-romaine. Le véritable nom de la planète est inconnu. La planète Vulcain, parfois appelée Vulcanis, ne possède pas de lune. Voir Star Trek, la série originale, ils étaient des millions. Les Vulcains font partie des membres fondateurs de la Fédération des Planètes Unies. Vulcain orbite avec Delta Vega autour de l'étoile 40 Eridani A, située à 16 années-lumière de la Terre. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je crois que... Non, il n'y a pas spécialement de planète découverte autour de... Il y a une naine blanche autour, 40 Eridani B, mais je crois pas qu'on y ait découvert de planète. Mais pourtant ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on a découvert une planète autour de ce truc. Attendez. Ah. En 2018, une planète a été découverte autour de la toile, avec une masse minimum de 8,47 masses terrestres, donc les Vulcains ils sont assez costauds avec la gravité. 42 jours d'orbite, à l'intérieur de la... très en deçà de la zone habitable. 9 fois plus de rayonnement solaire que la Terre. Plus que Mercure encore. Sauf qu'après, en 2021, ça a été montré que c'est probablement un artefact. Et qu'en fait, c'est une fausse positive. Voilà, donc la planète Vulcain n'existe pas. Probablement pas. Je sais pas à quoi elle a été découverte au départ, mais en tout cas, ça a été réobservé par vitesse radiale et ils ont montré qu'il n'y avait rien. Voilà.
Son site très beau papillon au passage. Ah, je ne savais pas. Il n'y a pas que la grecque. Par la grecque, il y a une planète naine qui porte le nom dans une langue africaine qui utilise des cliquetis, ce qui fait que je me souviens jamais du nom puisque je ne sais pas prononcer le nom. D'accord. Est-ce que c'est Makemake? Puis Jupiter, Mercure et consorts, c'est romain. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est l'équivalent de Zeus, Hermès. Enfin, Mercure, c'est Hermès. Vénus, c'est Aphrodite. La Terre, c'est Gaïa. Mars, c'est Arès. Jupiter, c'est Zeus. Saturne, je sais plus. Pas Chronos. Poséidon. Uranus. Non, c'est Uranus qui est Poséidon. Non, c'est Neptune. Neptune, c'est Poséidon. Mais Uranus, c'est quoi déjà? Je sais plus. Saturne, c'est pas Chronos? Saturne, c'est pas Chronos? Je sais plus. Uranus, c'est plus. Mais si, Saturne, c'est Chronos, c'est ça. Mais Uranus, je sais plus. Uranus, c'est Uranos. Ouais, ils se sont pas fait chier hein, pour le changement de nom. Ça va. Et du coup, Pluton, chez les Grecs, c'est quoi? C'est le passeur, le passeur des enfers, mais Pluton? Hadès, c'est ça. Voilà, c'est le dieu des enfers. Voilà. Désolé, Uranus, c'est bien Uranus, le dieu du ciel. Uranus, le dieu du ciel étoilé. Ouais. Et chez les Égyptiens, du coup, c'est Khonshu. Et si vous avez vu Moon Knight de Marvel, eh bien, vous savez de quoi je parle. Et donc Neptune. Le passeur, c'est Charon, c'est ça. Pluton, c'est le dieu des enfers. Le passeur, c'est Charon. Et dans ces autres lunes, il y a Styx, le fleuve qu'il faut traverser. Il y a Kerberos, le cerbère, le chien à 3 têtes. Il y a Nyx, la nuit. Et Hydra, je ne sais plus, c'est l'hydre. L'hydre, c'est ça. Ah, Cérès. Sharon qui est souvent Stone, oui, Sharon Stone, tout à fait. Cérès, c'est quoi? Cérès, dieu de l'agriculture. Le dieu de l'agriculture. Ah, bah c'est pour ça que Cérès Déméter, parce que dans The Expanse, Cérès sert de grenier un petit peu pour le système solaire, et Ganymède aussi d'ailleurs. Déméter, c'est une marque bio. Ah ouais, bah Déméter, c'est pas une marque bio, c'est une marque anthroposophique. Ah ouais? Oui, et biodynamique. Waouh. Déméter, c'est une marque qui utilise des incantations mystiques pour faire pousser des trucs. Cérès, c'est pas le dieu des gaz lacrymogènes? Ah, pourquoi? Là, celui-là, je l'ai pas. Ah, CRS, oui, d'accord, tout à fait. Bien sûr. CRS, tout à fait. Ah là 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 là, Yann CPH est en forme aujourd'hui. Attention. Yann CPH est en très très grande forme. C'est Jekunomidma. Le nom de la planète naine supposée. Eh ben, propose ça pour un Wiktionnaire, un Wikipédia Battle, je pense que ça peut être rigolo. Allez, c'est parti. Question numéro 10. Quel est le nom de la planète Mars dans l'univers de Kerbal Space Program? Est-ce que c'est Kermars, Redina, Kerbin ou Duna? Si vous avez bien suivi mes lives, vous devriez avoir la réponse. Alors. T'as répondu faux exprès? Comment ça? Ça va ma chérie? T'as mal aux oreilles? Ah, petite chérie. J'aurais pas dû cliquer. Il y a sa lune pour le Wikipédia Battle. Oh, ok. Alors, Kerbin. Kerbin, c'est la planète Terre des Kerman. Des Kerbal. Et c'est Duna. C'est Duna qui est la planète Mars dans Kerbal. Hop. Alors que je vous trouve la réponse. Voilà. Donc le soleil, également connu sous le nom de Kerbol, probablement une naine jaune, une naine rouge. Mo, une planète s'inspirant de Mercure. Eve, une planète violette dont la dense atmosphère rappelle celle de Vénus, ainsi que son petit satellite Gili. Duna, une planète rouge ressemblant à Mars et son satellite Ick. Dress, une planète naine s'inspirant vaguement de Cérès. Joule, une planète géante gazeuse verte et ses 5 lunes.
Light, un satellite présentant de l'eau liquide et une atmosphère. Val, un satellite gelé, ainsi que 3 satellites rocheux, Tylo, Bop et Paul. Ilo, une planète naine couverte de glace qui fait référence à Pluton par son orbite excentrique et fortement inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Le premier, la planète Kerbin, est une planète similaire à la Terre depuis laquelle sont lancés les vaisseaux créés par le joueur. Kerbin possède 2 satellites, Moon ressemblant à la Lune et Minmus, un satellite de glace. Voilà. Le jeu est composé de plusieurs astres explorables sur lesquels il est possible de se poser sauf le Soleil et Joule. Voilà. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé les scores. Nous avons El Bougle aux oreilles qui a réussi le mieux à cette question. Tu vois que tu en connais des choses. Et c'est toujours Yann CPH qui est en tête pour l'instant. Caribert 2 est en train de se faire distancer. Attention à toi. Distancer. Et la chute est rude. T'inquiète pas, ça va remonter, ça va remonter. Cristalline. C'est vrai que l'eau cristalline, c'est écrit en rouge en plus. Question 11. Dans le multivers de MCU, sur quelle planète Terre se déroulent les aventures des Avengers qu'on suit dans les films? Est-ce que c'est la Terre 616, la Terre 832, la Terre 1 ou la Terre 456? Alors. Je suis sûr que ma chérie, elle connaît la réponse. Dans le multivers du MCU, sur quelle planète se déroulent les aventures Avengers qu'on suit dans les films? Est-ce que c'est Terre 616, Terre 832, Terre 1 ou Terre 456? Oui, Terre 1, c'est la Lune dans la vraie vie. Terre 404, erreur. Du coup, je me demande quelle Terre on est, nous? Parce que si on a autant, et s'il y a des mondes dessinés, des mondes de peinture, des mondes... Voilà, c'est-à-dire que nous aussi, un monde sans magie, on doit exister quelque part. T'imagines, en fait, ils viennent pas nous voir, parce que s'ils viennent nous voir, ils perdent leur magie, ils peuvent plus repartir. Ce serait con pour eux. Et la réponse était la Terre 616. Et oui. Alors... Terre 616. La Terre 616 est le nom employé pour désigner la continuité principale de l'univers Marvel avec tous ses super-héros et super-vilains. Le terme Terre 616 apparaît pour la première fois dans le comic book Motion Picture Funnies Weekly, numéro 1 en 1939, mais a été véritablement définie qu'en 1983. Elle devient également officiellement une nouvelle Terre du MCU dans les films et séries de Marvel depuis 2008, anciennement nommée Terre 199 999. La Terre 616 est souvent associée au monde de Spider-Man et de Daredevil, mais au cours des histoires de Marvel Comics, les auteurs ont créé de nouvelles dimensions alternatives de la Terre. C'est Tom Brevoort qui redéfinit le concept de Terre 616 en 1983 dans The Daredevils, publié par Marvel Lucas. Avec Captain Britain, plusieurs artistes participent au magazine dont Alan Moore, Frank Miller, Stan Lee, Alan Davis, Paul Neary et Dave Thorpe. Voilà. Alors, est-ce que... il y a toute la liste de différentes terres qui apparaissent dans Marvel. Est-ce que la nôtre apparaît quelque part, en fait? Ça se trouve, on apparaît quelque part. Genre... si je fais ça... Alors... La Terre 98 se situe de 1961 à 1973 à la mort de Gwen Stacy. Cette Terre est très proche de notre réalité. Voilà, donc nous sommes la Terre 98, mesdames et messieurs. Nous sommes la Terre 98. Voilà. Ah non. Notre Terre, c'est la Terre 1218. Notre univers où les personnages des autres univers sont des personnages de comics. Voilà, nous sommes dans la Terre 1218, mesdames et messieurs. J'ai donc la réponse à ma question. Voilà. 1218. Voilà, voilà. Terre 1, c'est pas la série The Flash. Elle n'est pas dans la liste, en tout cas. Elle n'est pas dans la liste du tout. Voilà.
C'est cool. Donc on est dans le Marvel Cinematic Universe. C'est rigolo qu'ils fassent un film de Marvel genre filmé caméra à l'épaule et t'as... Non, ce serait chiant en fait puisqu'il n'y aurait pas de pouvoir et tout. Tu vas mettre à jour ton adresse à la poste. Ouais. D'ailleurs j'ai une nouvelle sur les mondes parallèles que je voudrais écrire depuis un moment, que j'avais rêvé une fois. Tout en détail et tout, c'est le genre de rêve où t'as mal à la tête en travaillant. Et il faut que je l'écrive. On verra bien ce que ça donnera. Je suis pas écrivaine, mais on verra bien. Alors. Adam Terrence. 28 000 points pour cette question. Selbara, 23 000 points. C'est Adam Terrence qui gagne pour l'instant. Waouh! Tu as dépassé INCPH. Ed Bouzeret est 3ème, Calibert 2 est 4ème. Et Zicton est toujours 5ème. Selba 6ème. Black Cetacea 7ème. Et Beau Astrophysique 8ème. Je crois que Beau Astrophysique, avec ses moins 291 958 points, est en train de viser le bottom du classement, je crois. Tu n'es pas d'écrivaine, alors ne fais pas d'écrivain, du coup je vais faire des écrits utiles. Mais je vais l'écrire, c'est promis. Je vais y réfléchir, je vais l'écrire. Est-ce que vous aussi, vous avez plein d'imagination, de créativité qui vient le soir et la nuit? Soit quand vous rêvez, soit quand vous vous endormez. Au point que parfois il faut se lever pour aller l'écrire parce que sinon on peut pas dormir. Parfois je m'interdis de réfléchir au quiz que je vais faire le samedi parce que le vendredi soir parce que sinon je ne dors pas. Je n'ai aucune créativité ni imagination. Alors si tu ne rêves pas INCPH, ça veut dire que tu es le seul INCPH dans tout le multivers. Ouais, parce que en fait, dans le multivers, les individus qui apparaissent qu'une seule fois dans un seul univers, eh bien, ils rêvent pas, parce qu'en fait, les rêves, c'était les autres vies dans d'autres univers parallèles. Et on apprend ça dans Doctor Strange 2 avec America Chavez, qui est unique dans le multivers. Allez, c'est parti. Next question, question numéro 12. Sur quelle planète se trouve un océan intelligent imaginé par Stanislas Lem, transcrit en un film avec George Clooney? Est-ce que c'est Solaris? Est-ce que c'est Varunia? Est-ce que c'est Salakis? Ou est-ce que c'est Océania? Ça a fait rire ma chérie. Au bon lait de Bourbis. Elle a deux mamans d'ailleurs, en plus. C'est vrai ça. Heureusement que je suis unique, ça fait un fléau en moins d'ailleurs. Moi je me dis qu'en fait, si je suis une femme trans, c'est parce que dans tous les autres univers du multivers, je suis une femme cis. Et c'est pour ça, en fait. Ça faisait un déséquilibre. Et du coup, bah, voilà. C'est ça qui s'est passé, en fait. Pain d'épices. Sur la Terre 5, t'es une femme cis. Voilà, exactement. Exactement. En fait, il aurait fallu qu'une Camille d'un univers parallèle vienne me dire « Non mais vas-y, fais ta transition, c'est quoi ce bordel ?» On est toutes des filles, nous, hein. J'ai toutes vues, on est toutes des filles, qu'est-ce que tu fous? C'est ça, en fait. C'est ça, moi, je vous dis, c'est ça. Parce que moi, j'ai beaucoup rêvé, quand j'étais plus jeune, que j'étais une fille. Donc, c'est que ça veut dire que dans un univers parallèle, je dois être une fille, forcément. Donc, c'est pour ça que j'ai transitionné aussi. C'est logique. Donc, c'est bien Solaris. Une planète océan manipulatrice. Alors, Solaris. Alors, Solaris est un roman de science-fiction écrit en 1961 par l'auteur polonais Stanislas Lem. Synopsis. L'histoire se déroule à bord de la station d'observation et la continuation de celle commencée avec la découverte de la planète. L'incompréhension est de mise. Les occupants de la station ne savent pas comment interpréter les raisons pour lesquelles l'océan a réagi en leur envoyant ses visiteurs, tirés de souvenirs douloureux. Est-ce une volonté délibérée de les tourmenter en représailles à l'émission des rayons X, ou bien a-t-il agi sans savoir ce qu'il faisait en extrayant les souvenirs les plus marquants de leurs esprits, à moins qu'il ne se soit tout simplement amusé avec ces hôtes insignifiants? Les événements vécus par Kelvin et ses compagnons pourront-ils contribuer à sortir les études sur Solaris de l'ornière dans laquelle elle piétine depuis des années? Mais avant de comprendre une forme de vie extraterrestre, les humains ne doivent-ils pas apprendre à se connaître eux-mêmes? Voilà. C'est pas fini, c'est moi en is, Mancampis, Solaris, Synopsis, Rayonikis. Je ne sais pas ce que c'est.
À la base, c'est un remake, tout à fait. Tout à fait, il y a eu 3 films. Il y a eu un téléfilm de Boris Nirenberg en 1968, un film d'Andrei Tarkovsky en 1972 sorti en URSS, et un film de Steven Soderbergh aux États-Unis en 2002. Voilà. À mon beau-fils, tout à fait. Tu préfères à mon beau-fils ou à ma belle-fille? Parce que c'est pas pareil. Allez hop, Total JDMI, on augmente d'un. C'est parti. Les scores, nous avons Caribert 2 qui a réussi le mieux à cette question, suivi de Yann CPH, et c'est Yann CPH qui est en tête avec 146 000 points, Adam Terrence avec 145 000 points, le combat de tête, Caribert 2 avec 125 000 points, puis El Boxory avec 110 000 points. Boubastrophysique progresse dans le négatif. Enfin, régresse du coup. Numéro bis, tout à fait. Film russe de 1972, tout à fait. Ça, j'ai pas vu, j'ai vu que le nouveau. Que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et le livre était très beau aussi. Alors, question 13. Quelle est la première planète colonisée en 2060 par les humains de l'univers Robot Fondation d'Isaac Asimov? Est-ce que c'est Gaïa, Solaria, Trantor ou Aurora? D'ailleurs, j'y pense, mais le coup du multivers de Marvel, c'est une très bonne idée parce que du coup, ils peuvent racheter toutes les licences du monde. Il suffit qu'ils le mettent à chaque fois sur une terre différente et hop, c'est plié quoi. C'est pratique, non? Je sais pas moi, s'ils rachètent. S'ils rachètent. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils pourraient racheter qui serait rigolo? Genre, s'ils rachètent Star Wars. Et bah, du coup, ça veut dire que Star Wars ce sera. La Terre 849, c'est ça? J'en sais rien. Il rachète Mickey. Ah, il y a quelqu'un qui clope dehors, ça schlingue. Oh là là. Bah, Star Wars c'est fait, oui, mais est-ce que ça fait partie de l'univers de Marvel? Est-ce que ça fait partie ou pas? Attendez. Je veux savoir. Est-ce que... Non, Star Wars ne fait pas encore partie, n'a pas encore son numéro de terre. En même temps, ça se passe pas dans la même galaxie, alors c'est facile. Est-ce que... Fondation... Non, Fondation, ça y est pas non plus. The Expanse, est-ce que ça y est? Non, The Expanse, ça y est pas non plus, vous voyez? C'est vrai que ce Star Wars, c'était dans le passé, c'est vrai. Moi j'attends le crossover La Belle au Bois dormant, Dark Vador et Spider-Man. Eh oui! C'est vrai que Star Wars c'est déjà dans le giron de Disney, tout comme Marvel. Et donc vous verriez un combat entre Rey Skywalker et Wanda Maximoff. L'une qui utilise la force et l'autre qui utilise la magie de la sorcière rouge. La réponse était Aurora. Aurora, c'est la première planète conquise par les humains dans les robots. Les robots, je rappelle, ça se passe 20 000 ans avant Fondation et quelques dizaines d'années après notre époque. Et c'était une époque où les robots sont interdits à la surface de la Terre parce que ça fait flipper les gens. Et seulement autorisés chez les Spatiens. Les Spatiens, c'est les premiers humains à avoir colonisé la galaxie. Et les Spatiens que vous retrouvez dans la série Fondation, la série de films Fondation, la série enfin, télévisuelle, ce sont des humains augmentés qui peuvent survivre aux sauts hyperspatiaux, contrairement aux humains normaux qui ont été envoyés dans l'espace après, si j'ai bien compris. Et donc, la planète Aurora. Hop. Alors, Aurora ou Aurore est une planète fictive dans les romans d'Isaac Asimov. Elle est la première planète colonisée par les Terriens entre 2060 et 2070 après Jésus-Christ. Elle devient par la suite la capitale des mondes spatiens. Ses habitants l'abandonnent peu à peu après la seconde vague de colonisation terrienne. On retrouve leurs descendants 20 000 ans plus tard dans le secteur de Mycogène sur Trantor, prélude à Fondation. Voilà. Voilà. Bonsoir, tu as
Maléfique qui est cheaté comme perso. Dans quoi? Dans Disney? Ah, le conte Doku. Oui, le conte Doku. Conte Doku, c'est comment il s'appelle déjà? Christopher Lee. Non, le conte de cou, il a plein de bras. C'est lui? Non, ça c'est pas dans le conte Doku, c'est le robot ça. Non, le conte Doku, c'est Grievous. Christopher Lee. Ouais. Oui. C'est Grievous, celui qui a plein de bras. Yann CPH a réussi le mieux à cette question. On a Yann CPH qui est toujours en tête avec 170 000. Adam Terrence, Caribert 2, Elbouzoré, Zicton et Boba Astrophysique qui s'enfoncent de plus en plus. Bien entendu. Hop. Petite musique de Skyrim maintenant. C'est parti pour la question suivante. Mesdames et messieurs, la question numéro 14. Dans Star Trek, sur quelle planète se trouve le siège de Starfleet? Est-ce que c'est sur Krypton, sur Omal, sur Arconis ou sur la Terre? Starfleet. Starfleet, dont l'un des vaisseaux s'appelle l'Enterprise, bien sûr. À Nanterre, à Paris. Voilà. Starfleet. Dans l'univers de fiction de Star Trek, Starfleet est une organisation dépendante de la Fédération des Planètes Unies, chargée de l'exploration de la galaxie et la défense de l'espace de la Fédération. La mission première de Starfleet est de récolter autant d'informations que possible concernant l'univers, comme l'illustre parfaitement sa devise Ex Astris Scientia, des étoiles, la science. Les équipages des vaisseaux de Starfleet sont ainsi chargés d'explorer les mondes nouveaux et étranges, de découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations et d'avancer vers l'inconnu. Leurs missions sont toutefois régies par un certain nombre de directives dans la directive première. Starfleet assure par ailleurs un rôle défensif, ce qui explique que ces navires soient armés voire offensifs lorsque les circonstances l'exigent et lorsque la voie diplomatique a échoué. Fondation avant 2151, prédécesseur United Earth Space Probe Agency et United Earth Starfleet. Voilà, voilà. Et donc la réponse bien sûr était la Terre. Alors, Starfleetette, quoi? C'est pas un plat à base de fromage, bien sûr. En référence, bien sûr, au célèbre porte-avions USS Enterprise CV6, qui est le navire le plus décoré de l'US Navy lors de la guerre du Pacifique. D'ailleurs, l'Enterprise, c'est aussi la première navette spatiale américaine qui a servi uniquement de test. Donc il y a 6 navettes spatiales américaines: Enterprise, Discovery, Atlantis, Columbia, Challenger et Endeavour. Le siège se trouve à San Francisco. Ah, je ne savais pas, je me souvenais plus. Les scores. Cel Barra, 28 points pour cette question. Caribert 2, 28 points. Adon Serrance, 27 questions. Yann CPH fait 26 points. Bravo. C'est toujours Yann CPH qui est en tête et Boubou Astrophysique qui est au bas du classement. Il continue de creuser. Est-ce qu'il y a une limite inférieure au classement possible? Techniquement, si tu te débrouilles bien, tu peux faire moins 30 000 points à chaque question. Et donc te retrouver à moins 600 000 points à la fin du quiz. J'ai beaucoup de conneries, mais je suis en tête quand même. Exactement. Tu as tout à fait raison. Il y a 20 questions, tout à fait. L'USS Nimitz a été nommé en l'honneur de l'amiral Chester V. Nimitz qui a commandé l'escadre américaine pendant la bataille de Midway. D'accord. Merci pour ces informations historiques. Alors, comment s'appelle la planète sur laquelle se déroule l'histoire des The Elder Scrolls? Est-ce que c'est Nirn? Est-ce que c'est Narnia? Est-ce que c'est Mirim? Ou est-ce que c'est Nyx? On change d'univers. Alors, Elder Scrolls, est-ce que ça a été racheté par Marvel? Pas encore. Mais on verra bien de quelle planète il s'agit. Alors là, le boucle aux oreilles, je t'attends. Là, tu es obligé de répondre la bonne réponse. Pas possible autrement. Tu ne peux que répondre la bonne chose. Alors. Microsoft? Quoi? Mais non. Pourquoi Microsoft? Ça n'a pas de sens. Ah là là.
Microsoft, le contraire, ce serait Macro Hard. Macro Hard. Grand et dur. Plutôt, faut que ce soit grand et rugueux et pas petit et doux. Petit et doux. Question bête, est-ce que Nirn serait une planète explorable dans Starfield? Ah, ça serait rigolo ça, tiens. Parce qu'en fait, oui, c'est Nirn, hein. La réponse, c'est Nirn. Nirn est un plan ou planète de fiction sur lequel se déroulent les jeux vidéo de la série The Elder Scrolls. Son nom signifie... plan, c'est dans le sens dimension, hein, parce qu'elle est pas plate, hein, elle est ronde. Son nom signifie l'arène dans l'antique langage Elnofex. Nirn, ou plan mortel, ou Mundus, et ses satellites Macer et Secunda se situent dans Arubis, ou l'univers, de même que Laeterius, ou plan immortel, et le vide de l'oblivion, ou néant, c'est aussi le nom d'une divinité. Nirn est appelé plan mortel car c'est à cet endroit que vivent les créatures mortelles, notamment les hommes et les elfes. Enfin, les humains et les elfes, quoi, j'imagine. Hein, encore une fois. En fait, l'histoire a montré que la planète elle-même est soumise au cycle de la vie et de la mort, puisque ses continents semblent également disparaître les uns après les autres. Alors, ça s'appelle la tectonique des plaques, hein, normalement. Les continents qui constituent ou ont constitué Nirn sont Akavir, Altmeris, Atmora, le royaume de Piandonea, Tamriel et Yokuda. Et nous jouons sur Tamriel. Voilà. L'océan Padomaïque borde les côtes orientales de Tamriel, c'est-à-dire les provinces de Morrowind et du Marais Noir, et il sépare Tamriel d'Akavir. Les continents du monde de Nirn sont ceux que je vous ai cités juste avant. Akavir, Aldmeris, Atmora, Tamriel, Yokuda et Thrace. Voilà. Et c'est le boucle d'oreille qui réussit le mieux à cette question. Et Adam Terrence est toujours en tête, suivi de Yann CPH, Kerry 2 et boucle d'oreille. Et Selbara. Bravo à vous. Et Boufastrophysique continue de creuser. Un test s'appelle la magie. TGCQ. TGCQ. T'as eu la bonne réponse au pif. Bravo Adam Terrence. The Elder Scrolls, Bethesda, Xbox, Microsoft. Oh oui, c'est tordu un petit peu. Mais ça va sortir sur PC aussi, j'espère, Starfield. Sinon, je fais une révolution. Alors, c'est parti. Question numéro 15. Non, 16. Quel événement se produit dans le ciel de la Terre au début du roman Spin de Robert Charles Wilson, best-seller, hein, qui a été suivi par Axis et Vortex. Est-ce que c'est une planète qui fonce vers la Terre? Est-ce que le ciel se met à tourner à toute vitesse? Est-ce que les étoiles disparaissent? Ou est-ce que le ciel devient uniformément blanc? Que se passe-t-il au début de Spin? La réponse est probablement dans le titre. Ah ah! Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Dit-il le gars qui ne réfléchit pas. Ah non, c'est une bonne réflexion, mais... Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Robert Charles Wilson, qui est un très bon écrivain de science-fiction, si vous aimez les problèmes dimensionnels. Et les téléportations, les paradoxes temporels, tout ce genre de choses, les paradoxes spatiaux et temporels. Je vous invite à lire ces livres, ils vous plairont. Et la réponse, c'était que les étoiles disparaissent. Spin, un roman de science-fiction de l'écrivain canadien Robert Charles Wilson, publié aux États-Unis en 2005 et en France en 2007. Ce roman entame la trilogie Spin, qui se poursuit avec Axis et s'achève avec Vortex, publié aux États-Unis en 2011. La Terre, dans un futur proche, par une nuit d'octobre, le ciel devient soudainement d'un noir opaque et les étoiles paraissent s'être dérobées. Bientôt, l'humanité s'aperçoit qu'elle est entourée d'une barrière que la postérité appellera Spin, à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule 100 millions de fois plus vite que sur Terre. La transformation du Soleil en géante rouge n'est plus qu'une question de décennies, condamnant la planète à une destruction certaine. Tyler Dupree, Jason Lawton et sa sœur Juliette jumelle Diane ont été témoins de la disparition des étoiles. Jason n'aura plus qu'un seul but, trouver qui a édifié cette barrière et dans quel but. Une quête aussi aveugle que déterminée, dans laquelle Tyler et Diane joueront un rôle déterminant. Donc Spin, ça voulait dire effectivement que tout tourne très très vite au-delà de la barrière. Et oui. Sauf que, c'est pas que la Terre tourne plus vite, c'est plutôt que l'univers autour défile très vite.
Ça rappelle les épisodes de Doctor Who. Bah, je vous invite à lire ça, c'est vraiment très très bien. Est-ce qu'il y a une adaptation cinématographique qui sera faite ou pas? J'ai pas l'impression, c'est pas indiqué en tout cas. Ce serait vachement bien, mais il n'y a pas l'air de... Pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Alors, les scores. C'est Yann CPH qui a répondu à la question. Bravo à toi. D'accord. D'accord, et du coup t'as pas répondu le ciel tourne vite en fait, mais t'as répondu... donc t'as répondu le contraire de ce que tu nous as dit dans le chat, c'est ça en fait. Dixit, le gars qui réfléchit pas. Il faut que tu joues à Dixit justement, c'est un super jeu de société. Yann CPH, presque 200 000 points. Agent Terrence, Caribert 2, Elbox Oreille, Zicton. Et toujours Bob Astrophysique qui descend de plus en plus. La question numéro 17, mesdames et messieurs. Sur quelle planète se déroule l'intrigue de Dune? Est-ce que c'est Arrakis? Est-ce que c'est Anachronos? Est-ce que c'est Atacama? Ou est-ce que c'est Alderaan? L'univers de Dune de Frank Herbert. Allez, je vais repérer une place. Ah, ça, tu as lu. Très bien. Je vais vous mettre des petites étoiles, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hop là. Ok, alors où sommes-nous? Ici. La réponse va arriver. En fait, tout ton stream est flou. Quoi, comment ça, mon stream est flou? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de... Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon stream? Il va bien, mon stream? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça vient de toi, non? Parce que moi, j'ai rien. Moi, tout va bien. Non, bah j'ai bien... La netteté est bonne. Change peut-être la qualité vidéo? Et la réponse c'était Arrakis. Au bon lait des épices. Et non pas au bon lait de brebis. Alors moi je veux Dune de Frank Herbert. Voilà. L'univers de Dune est un univers de fiction créé par l'écrivain Frank Herbert. Comme cadre pour ses romans de science-fiction du cycle de Dune apparaissant pour la première fois dans le roman Dune en 1965. Un univers composé de plusieurs planètes appartenant à l'Imperium. Dune est le surnom de la planète Arrakis, le lieu principal où se déroule une grande partie des intrigues du roman Dune et de ses suites. La planète est le centre névralgique de l'Imperium, étant donné qu'elle est la seule source d'épices gériatriques, une ressource vitale dans cet univers de fiction. L'univers de Dune est aussi composé de divers ordres et organisations comme le Bene Gesserit et la Guilde spatiale qui œuvrent chacun de leur côté pour faire aboutir leur plan. Et l'épice gériatrique, qu'est-ce que c'est? Plus couramment appelée épice ou mélange, est une substance de fiction présente dans la série de romans Cycle de Dune, produite sur la planète désertique Arrakis par des vers des sables géants dont elle est une sécrétion. L'épice est pour les humains une sorte de drogue qui prolonge la vie, renforce les défenses immunitaires et permet d'éveiller la conscience des navigateurs de la Guilde spatiale en améliorant leur faculté de préscience, vision de l'avenir, sans laquelle toute navigation interstellaire longue distance est impossible. Chez les Fremen et les révérendes mères de l'ordre du Bene Gesserit, l'épice et ses dérivés est également utilisée pour procurer certains effets spécifiques. Étant donné que l'épice n'existe que sur Arrakis, qu'elle n'est pas synthétisable, du moins dans les premiers romans d'Herbert, et qu'elle n'est récoltée qu'en faible quantité, elle représente une ressource rare et chère convoitée par toutes les formes importantes de l'Imperium. Les gens se droguent au caca de verre, exactement. Ils passent dans les trous de verre et ils se droguent au caca de verre, exactement. C'est ça. J'ai pas répondu, il y a Twitch qui vient de me demander mon avis sur ta chaîne. C'est vrai? Bah dis que c'est bien, dis que c'est bien, dis que c'est bien. S'il te plaît. Et c'est le boucle des oreilles qui répond le mieux à la question, puis à Danterance, Yann CPH et Caribert. Là je vois que vous connaissiez la réponse parce que vous étiez nombreux à répondre rapidement. Et Yann CPH a dépassé de 200 000 points, à Danterance s'en approche... très rapidement, El Bougzoreille et Caribert 2. En fait, on a deux groupes de tête. On a Yann CPH et Danterance qui se battent. On a Caribert 2 et Bougzoreille qui se battent. On a Zicton et Selbara aussi. Et on a Boub Astrophysique qui est imbattable dans le négatif.
Question suivante, mesdames et messieurs. Question 18. Dans le MCU, Marvel Cinematic Universe, sur quelle planète Carol Danvers est-elle emmenée et entraînée? Est-ce que c'est sur Ala, sur Mars, sur Kree ou sur Skrullos? Sachant que Carol Danvers devient par la suite Captain Marvel, la super-héroïne la plus puissante de l'univers connu. Alors... Non, je vois que la réponse est passée. Donc, elle a été capturée par les Kree, qui est une espèce extraterrestre militaire, très militarisée et pas toujours tip-top en termes moraux et éthiques. Et donc, c'est de l'Empire Kree, voilà, qui a pour planète principale Ala, H-A-L-A, dans le grand nuage de Magellan. Et donc, ils ont capturé... Carol Danvers pour aller taper qui a gagné des pouvoirs du Tesseract, souvenez-vous de la pierre d'infinité de l'espace, pour aller taper sur les Skrulls qui en fait n'ont rien demandé, et ils ont fait croire à Carol Danvers qu'elle faisait partie des Kree et que les Skrulls étaient méchants, alors qu'en fait elle était terrienne et les Skrulls étaient gentils. Voilà. Grosso modo, c'est ça le pitch. Ils ont emmené Carol Danvers en Belgique. Oui, tout à fait. A bientôt, Black CTC, à bientôt. Donc c'était Ala, et Skrullos, c'est la planète des Skrulls, du coup. Et oui, Kree, c'était la civilisation, mais c'est Ala, la planète. Et Carol Danvers, c'est vraiment que c'est la plus forte. Et son amie, c'est Monica de Bruxelles. De Bruxelles. On dit Bruxelles ou Bruxelles? Vous passerez au physique, dis-moi. Mais non, c'est comment elle s'appelle déjà sa copine? Je sais plus. Monica Rambeau, je crois. Je crois que c'est Monica Rambeau. Monica Rambeau, c'est ça. Maria Rambeau, c'est la mère de Monica Rambeau, c'est ça. Monica Rambeau. Bruxelles, comme Auxerre. D'accord. D'accord. Comme un assolote. Un assolote, là. Comme Malassé. Comme... je sais pas. Comme Désassé. Allez, les scores du coup, et voilà, ça fait mal hein, forcément. Et Yann Cepage reste en tête, Adam Terrence, Elpouzereille, Caribert, Zicton et vous Astrophysique continue de descendre. Il a réussi à faire le plus mauvais score. Comme Bruxelles en NL. Quoi? Néerlandais, tu veux dire? Les parents de John Rambeau. Là, j'ai pas la ref, Yann CPH. Question suivante, mesdames et messieurs. Question 19. Dans Le Retour des Ténèbres, coécrit par Isaac Asimov et Robert Silverberg, la fin de la civilisation est provoquée par une éclipse, une collision planétaire, un hiver nucléaire ou la mort d'une étoile. Dans Le Retour des Ténèbres, coécrit par Isaac Asimov et Robert Silverberg, la fin de la civilisation, par quoi est-elle provoquée? Par une coupure de Wi-Fi. C'est pas mal, c'est pas mal. Mine de rien, une éruption solaire majeure pourrait provoquer la fin de notre civilisation. Puisque ça mettrait à plat tous nos systèmes électriques, et on mettrait longtemps à s'en relever, et beaucoup de choses seraient détruites par cet événement. Ce serait problématique. C'est déjà arrivé qu'il y ait des pannes gigantesques dû à ça, mais pour l'instant on n'a pas encore eu l'éruption solaire géante qui met tout à plat. Mais ça pourrait arriver. C'est pourquoi nous avons
satellite autour du Soleil pour étudier le Soleil et pouvoir espérer de prévoir si le jour où ça pourrait arriver. Autrement que 8 minutes à l'avance. La vitesse de la lumière entre la Terre et le Soleil. Et les particules du vent solaire vont pas beaucoup moins vite que ça. Je sais pas à quelle vitesse elles vont d'ailleurs. Je sais pas à quelle vitesse elles sont envoyées dans l'espace. Je vérifie ça. Vent solaire. À quelle vitesse ça part? Il fait... Il n'y a pas... ça, entre 300 et 800 km par seconde. Ok, donc c'est quand même beaucoup moins que la vitesse de la lumière, mais ça reste quand même pas mal. Hein. Grosso modo, ça fait 300 fois la vitesse... Enfin, 3 à 400 fois la vitesse de la... Enfin, 1 3 centième à 1 4 centième de la vitesse de la lumière. Ce qui est quand même non négligeable. Hein. J'ai une monture manuelle pour mon télescope CHEH, le soleil, je vais survivre. Il y a plusieurs heures sans des protons. On a quelques heures, oui tout à fait. On a quelques heures du coup. Mais quelques heures, ça fait quand même pas beaucoup hein, pour prévoir tout. Hein. Quand je surveillais les éruptions pour voir les aurores boréales, on regardait les caper plusieurs heures en avance. Ouais, c'est ça. Donc, Le Retour des Ténèbres. Titre original Nightfall est un roman de science-fiction coécrit par Isaac Asimov et Robert Silverberg paru en 1990. Le roman se base sur la nouvelle Quand les ténèbres viendront, titre original Nightfall, qui a révélé Asimov en 1941. Le livre débute par un avertissement au lecteur afin de rendre plus intelligible l'univers de la planète Kalgash, qui est complètement étranger au nôtre. Une traduction de la réalité a été faite par les auteurs. Ainsi, quand les habitants de Kalgash parlent de mains ou de voitures, automobiles, d'ordinateurs ou de pieds, ce qu'ils ont en tête, ce sont leurs propres organes de l'appréhension, leurs propres moyens de transport en surface, leurs propres appareils de traitement des données et leurs propres unités de longueur, etc. Le corps du roman se divise en 3 sections, on s'en fout. Le résumé. La planète fictive Kalgash, Lagash dans la nouvelle, est située dans un système stellaire multiple contenant 6 étoiles, Onos, l'étoile jaune autour de laquelle orbite la planète, Dovim, une faible étoile rouge, Trey et Patru, 2 étoiles blanches doubles, ainsi que Tano et Citar, un autre système double. Dans la nouvelle, seules 4 étoiles avaient un nom, Alpha, Beta, Gamma et Delta. Elle est donc constamment illuminée, la planète, par l'une ou plusieurs de ces étoiles. Ses habitants ne connaissent donc jamais la noirceur, mais voilà qu'une secte religieuse prédit une apocalypse qui plongera bientôt le monde dans la nuit la plus complète. Les scientifiques tentent par tous les moyens de prouver que ce n'est qu'un délire mystique, mais la preuve est là. Une éclipse aura bien lieu pour la première fois en 2000 ans. Le chaos semble inévitable. Pour un peuple qui n'a jamais connu la nuit, et donc c'est une nuit où la planète, l'étoile Dovim, la plus faible, est la seule dans le ciel, qui se produit une éclipse par un corps que l'on ne connaissait pas. Et je ne vous spoile pas la suite. Voilà. Et la réponse était donc une éclipse. J'ai mis au hasard, voyant l'année présumée avec Asimov. Pas d'hiver nucléaire imaginé en 1941. Ouais, mais non, mais c'était une éclipse. C'était une éclipse, c'était un roman psychologique, où les dégâts sont d'abord psychologiques, puisque c'est un peuple qui n'a jamais vu la noirceur. Pour qui l'univers se limite à ces 6 étoiles, et il n'en voit pas d'autres, ni d'autres planètes, car trop peu lumineuses. Et voilà. Et donc effectivement, ouais. Adam Terrance est passé devant Yann CPH. Et Boucle des Oreilles se rapproche dangereusement du binôme de tête. Ensuite c'est Caribert 2, Zicton, Selba, Black 7 ACA, Booba Astrophysique, moins 469,159. T'as vécu ça pendant 15 jours? De quoi? Le négatif? Comment ça? T'étais au pôle Nord? C'est quoi? C'était plus un duel, c'était une truelle. Oh, c'est joli ça. C'est très 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 joli ça, Yann CPH. Très joli. Voilà. Hop là, bravo à toi. C'est extrêmement joli. Alors, on passe à la dernière question, mesdames et messieurs, et après j'ai une proposition à vous faire. C'est parti pour la dernière question, la question numéro 20. De quelle planète viennent les Denis dans l'univers de Myst, le jeu, et les livres?
Est-ce que c'est Riven? Est-ce que c'est Garternay? Est-ce que c'est Rilishan? Ou est-ce que c'est la Terre? L'univers de Myst, dans lequel les Denis écrivent des livres en les programmant comme des ordinateurs pour qu'ils créent des trous de verre. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est feu d'artifice ou coup de feu, ça? Des trous de verre, donc... C'est un feu d'artifice. Des trous de verre entre différents univers parallèles. Qui sont, du coup, décrits. Ah, mais tu me montreras. Oui, mais non, mais je suis en live, là, je peux pas. Tant pis pour les voisins. On a les mêmes voisins, c'est ça. Et donc... Pour vous faire le topo, donc ça s'est passé il y a très longtemps. Nous avons en fait Garternay, qui était une planète d'origine des Denis dans un univers alternatif, ou dans le nôtre, on ne sait pas. Ils s'appelaient les Runei avant, quand ils habitaient dessus. Et puis, il y a eu un schisme, et donc ils ont écrit des bouquins pour pour quitter la planète, parce que le soleil était mourant, il fallait s'échapper, et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Il y avait en gros les gentils et les connards, pour faire très simple. Les gentils se sont dit que pour rester modestes et humbles, ils allaient se téléporter dans une caverne sous la surface d'une planète pour faire fleurir leur créativité, pour créer des ponts vers des mondes de plus en plus beaux. Voilà. Et les connards, eux, se sont dit qu'ils allaient se créer un monde un pont vers un monde richissime. Et se sont amusés à faire de l'esclavagisme des peuples qui étaient déjà présents là-bas. Donc les connards sont arrivés sur Terrani et les gentils sont arrivés dans une caverne à plusieurs kilomètres au Moyen-Orient sous la surface de la Terre. Notre Terre. Et c'est là que commence l'histoire des romans de Myst et des jeux de Myst également. Et du jeu de rôle également, Myst papier, jeu de rôle papier Myst qui existe. Et d'ailleurs, dont j'ai écrit quelques scénarios et que j'aimerais bien faire en live. Je l'avais déjà fait avec des potes, mais j'aimerais bien le faire en live. Je l'ai fait 2 fois avec des potes. Et donc, s'il y a des streamers et des streameuses qui voudraient le faire en live avec moi, eh bien, ce serait super cool. Voilà. Pour être joueur et joueuse, du coup. Et donc, c'est Garternay, la planète originaire des Denis. Denis, c'est une sorte de steampunk, steam cyberpunk, puisque c'est de la science-fiction à base d'écriture de programmation informatique, mais avec des machines qui font appel à l'électricité, mais aussi la vapeur d'eau, et beaucoup de géologie également, puisque ce sont des gens qui vivent sous terre, donc la géologie est une très grande... comment dire, la géologie, c'est un petit peu notre astronomie à nous, quoi. Voilà. Si l'astronomie à nous, c'est la science qui permet d'étudier l'univers, et bien pour eux, bah, c'est la géologie, puisque leur univers, c'est la roche. Voilà. C'est parti pour les final results. C'était Yann CPH qui avait répondu à la question, bien sûr, comme d'habitude, hein, je crois, sur ce live, puisque tu as 176 points. Enfin, 176 000 points pour Yann CPH, 169 000 pour Adam Terrence, 168 000 ensuite pour El Bougle aux Oreilles, Caribert2 142 000 points, Zicton 52 000 points, Selba moins 13 000 points, Black Cetacea moins 135 000 points, et Boupastrophysique moins 494 000 points. Tu as fait pire que ça, tu as fait du moins 600 000 points une partie, je me souviens. Je tiens à remercier les autres participants sans qui je n'aurais pas gagné. Oh, c'est méchant ça, Yann CPH, c'est très méchant de dire ça. Et j'espère que cette session de quiz vous a plu. Je vous dis à bientôt sur YouTube. N'oubliez pas de rejoindre notre Discord pour être informé bien sûr de tous les lives, de follow la chaîne Twitch et de vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch. Et on se dit à tout de suite dans le chat pour la suite. À bientôt, habitants des habitants de la galaxie.